h43, le drame donc survenu à Échirolles il y a une semaine et qui a entraîné la mort de 2 jeunes hommes a provoqué une vive émotion en France. Les hommes politiques et puis bien sûr le président de la République et son ministre de l'Intérieur en tête se sont mobilisés. Les médias ont suivi, comme à chaque fois que la violence surgit dans les banlieues françaises. Quelques jours plus tard, à Strasbourg, un adolescent décédé suite à des violences perpétrées au cours d'un match de football. Alors au-delà du fait divers, pourquoi la violence marque-t-elle à ce point les jeunes en France? Peut-on expliquer cette violence? Est-elle limitée aux banlieues? Et comment, d'un fait divers ou pas, délimitons cela, assistons-nous à des phénomènes et pouvons-nous en conclure que nous assistons à un phénomène de société? Pour répondre à toutes ces questions et pour réfléchir donc à quelques idées, quelques solutions, nos invités ce matin, Éric Dupin, bonjour. Bonjour. Journaliste, auteur en 2011 de Voyage en France, au Seuil, ouvrage que nous avions beaucoup aimé, et Claude Dillin, qu'on a déjà entendu, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis. Et ancien maire de Clichy-sous-Bois de 1995 à 2011, Clichy-sous-Bois dont on se souvient qu'il fut le point de départ, le foyer des émeutes de 2005. Alors, le gouvernement a été exposé cet été à l'accusation de pratiquer aussi la même politique sécuritaire que Nicolas Sarkozy. Cette émission sera l'occasion de venir dans le débat aussi sur cette façon dont la sécurité, souvent définie, clive le jeu politique au sein même de la gauche. Mais peut-être la première question pour vous, Claude Dillin. Nous avons souhaité, ne pas faire, comme on dit, trop à chaud une émission sur ces questions et notamment sur le drame d'Échirolles, parce que parfois, on ne sait pas trop non plus comment se débattre dans ces questions. Fait-on et cède-t-on à du sensationnalisme en partageant en même temps très sincèrement une émotion vis-à-vis des familles et des victimes, mais aussi cède-t-on à l'idée que est-ce un fait divers, que ce fait divers ne serait pas la partie pour le tout? Alors c'est une bonne question parce que moi je constate que lorsqu'il y a un phénomène de violence ailleurs qu'en banlieue, on parle effectivement d'un phénomène de violence sans condamner le territoire. Dès qu'il y a un phénomène de violence qui se passe en banlieue, on condamne la banlieue. On dit ça, c'est le problème de la banlieue. C'est très grave, hein, parce que ça veut dire comme si on était tous des sauvages potentiels, quoi. Un fait divers dans le 16e arrondissement n'est pas est moins un fait divers, est un phénomène de société en banlieue. Écoutez, ce qui s'est passé là, malheureusement, effectivement, on ne peut qu'être ému devant ce drame. C'est horrible, mais les psychologues le décrivent très bien, c'est cette espèce d'incapacité de canaliser sa colère, quelle que soit la cause, et en général d'ailleurs la cause est minime, tout le monde s'étonne, mais les psychologues expliquent ça très bien. Il y a une impossibilité de canaliser sa colère et une pulsion de passage à l'acte, à la violence. La rage dont parlait François Dubé dans ses études récentes. Ça existe partout. Il suffit de voir des automobilistes qui sont prêts à s'entretuer pour une place de parking. Vous avez parlé tout à l'heure d'un match de foot. Ça existe partout, hélas. Mais lorsqu'il s'agit de la banlieue, ça me remet en cause la population. Comme si c'est très très grave parce qu'il y a quand même des sous-entendus qui sont d'ailleurs parfois alimentés par des discours politiques que dans la banlieue, on est tous à peu près des sauvages. Mais non, dans la banlieue, il y a des gens qui n'aspirent qu'à une chose, c'est vivre normalement. Alors, à ceci près, Claude Dillin, que évidemment, ce qui effraie tout de même, en particulier dans les violences d'Échirolles, c'est que si on reprend les termes et les études de François Dubé, la rage, on est là visiblement dans quelque chose qui tient de la rage, mais qui n'est pas un accès de colère spontané. On a pu lire, enfin selon les enquêtes, que c'était un peu planifié cette histoire-là aussi. Oui, mais c'est sûr qu'il y a une particularité, c'est la particularité économique, sociale et culturelle, je dis bien et culturelle, puisque ce débat, il faut l'avoir, de ce qui se passe dans les banlieues. C'est évident que la colère est plus grande lorsqu'on a un sentiment d'être à part. Il y a effectivement dans la banlieue une partie de la population qui vit, je dirais pas en marge de la société, mais qui vit parallèlement à la société, comme si c'était deux lignes parallèles qui ne se rencontreront jamais. Et donc effectivement, les raisons de cette colère sont certainement plus importantes, en tous les cas plus nombreuses, les deux d'ailleurs, que dans le 16e arrondissement. Ça, je le conçois tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que, parce que c'est important, ça ne veut pas dire que les gens qui vivent en banlieue sont des sauvages potentiels. Je crois qu'il faut que les choses soient claires. C'est important parce qu'on va en parler, vous parliez tout à l'heure de la politique de la ville, mais la politique de la ville, c'est des arbitrages politiques. Pas sur le ministère de la ville, mais sur le ministère de l'Éducation, sur le ministère des Transports, etc. Donc,
Donc, si la culture. On fait culture, bien sûr. Alors ça, oui, je veux bien en vrai. parler. Oui, oui. Si on fait des arbitrages en faveur de casseurs, de paresseux et de demi-sauvages, bien non, aucun homme politique va le faire parce qu'il n'est pas masochiste à ce point. Donc, cette description qu'on a des banlieues implicites et quelquefois explicites est extrêmement dommageable pour ces arbitrages politiques, et c'est extrêmement difficile après de convaincre un gouvernement, quel qu'il soit, de faire ces arbitrages en faveur d'une population que tout le monde voit comme des sauvages. Éric Dupin, vous qui avez justement voyagé en France, vous étiez venu nous parler de votre livre et notamment du sentiment des Français, qu'ils soient dans les quartiers dorés ou pas, au fond, par rapport à des questions de politique, de programme de candidats. Comment réagissez-vous notamment à ce que dit Claude Dillain? Et puis vous-même, connaissant bien cette société française, pour la connaître aussi dans ses contours et les détours où l'on ne va pas forcément, où vous allez-vous? Qu'est-ce que vous analysez de ce qui s'est passé notamment à Échirolles? Et Claude Dillain, si vous voulez un petit peu en chocolat, servez-vous, ils sont sur le... c'est pareil pour vous, Éric Dupin. Éric Dupin? Heureusement que dans mes explorations de la société française, je n'ai pas été confronté directement à un drame aussi affreux que celui-ci. Il n'empêche que j'ai rencontré beaucoup de travailleurs sociaux, de jeunes, comme on dit, de moins jeunes, et que ces questions-là donc me passionnent, sans que j'ai une prétention d'expertise particulière. Mais est-ce que la société française a peur de ces banlieues? Oui, mais pour rebondir sur ce qu'a dit Claude Dillain, avec lequel je suis en parfait accord, de deux choses l'une. Soit c'est un fait divers, qui, en effet, se trouve être en banlieue, mais un fait divers peut avoir une signification différente. Il peut être très singulier, plus il est singulier, plus il attire l'attention des médias, ou il peut être révélateur de ce qu'on appelle un phénomène de société. Alors, est-ce qu'il est singulier, est-ce qu'il est atypique, ou est-ce qu'il est révélateur? En tout cas, il y a quelqu'un qui a apporté une réponse, c'est le président de la République. Parce que quand François Hollande décide de se rendre sur le terrain, a priori, cela signifie que le chef de l'État considère que ce qui s'est passé là-bas a une signification qui dépasse la singularité d'un événement qui serait quelque chose qui ne nous dirait pas des choses assez profondes sur la société française. Or, ce qui est frappant, et ce qui est, je dirais, pas terrifiant, mais ce qui est un peu attristant, c'est que François Hollande va sur le terrain. Fort heureusement, il ne se comporte pas comme Nicolas Sarkozy, pas de Karcher, à jouer, soit aux effets d'annonce, à annoncer une énième mesure législative, soit à cibler tel ou tel bouc émissaire, que ce soit la justice ou autre. Fort heureusement, il ne se comporte pas comme Nicolas Sarkozy, il faut le dire, mais il est dans l'incapacité de produire un discours sur ce que signifie cet événement. Un récit, comme le disait tout à l'heure Stéphane Rosès, dans Le Monde selon. Et donc, il est uniquement dans la compassion, ce qui est une partie de son rôle, un peu le père de la nation, mais à mon avis, ça ne suffit pas. Et c'est là, évidemment, alors en même temps, quel sens donner à cet événement? Je me garderais bien de répondre à sa place et d'essayer de... Simplement, deux choses. Écoutons ce que disent les acteurs. Car les acteurs... certains sociologues aussi le croient, les acteurs nous disent aussi des choses qui sont parfois intéressantes à écouter. Premier acteur, Fathia, la mère d'un des deux principaux mis en cause, un jeune militaire qui apparemment a eu un rôle très important dans cette tragédie. Fathia a été interrogée sur d'autres chaînes de radio et nous dit un truc tout à fait étonnant. Elle nous dit « Je me reproche d'être un peu à l'origine de ce qui s'est passé, parce que c'est moi qui ai incité Mohamed, son fils, à se venger de l'humiliation qu'aurait subi son jeune frère. » Donc ça, c'est une adulte. Déjà, Mohamed est un jeune adulte, c'est pas un enfant, c'est pas Et elle, évidemment, elle est mère de, je crois, 5 enfants, donc c'est pas une jeunesse. C'est une question d'adulte, c'est pas une question de jeunesse. C'est une question d'adulte et une question aussi d'adolescent. Juste en écho à ce que vous dites, je vous propose d'écouter un extrait des Pieds sur Terre, enregistré en avril 2011 à Asnières, peu après la mort d'un jeune homme de 15 ans poignardé en allant acheter son sandwich. Jérôme Sandlar avait rencontré les grands frères et notamment interrogé sur cette question de la rage. Moi je dis même avec police ou sans police, ça va continuer. Même s'ils attachent tous, ça va pas changer. Ils vont envoyer tout le monde en prison, mais on va se revoir dans la prison encore. Il n'y a pas 1000 prisons. Il y a Nanterre, Fleury,
C'est ça. Mais c'est dommage qu'ils viennent nous voir que quand ça va mal. Donc il faut qu'on attende qu'il y ait des morts pour qu'ils viennent nous voir à chaque fois. Donc on va en tuer d'autres, on va se tuer, ils vont revenir encore. C'est-à-dire on a perdu un petit frère, un ami, un proche. Et voilà, et maintenant il nous reste que la revanche, la vengeance, tout ça. Il nous reste que ça maintenant. Donc maintenant on va vivre avec, on va essayer de calmer les tensions, mais c'est pas sûr chez tout le monde, quoi. Il y en a d'autres qui sont partagés pour le sentiment de paix et d'autres pour la vengeance. Comme vous savez. Ouais. On est plus pour la vengeance et on va se venger. On va se venger. Voilà, c'était en 2011, les pieds sur terre. Alors là, que peut le politique, là, Claude Dillin? Mais qu'il y ait des problèmes socio-économiques, et je dis bien culturels, et qu'une partie de cette population se sente à la marge, c'est une évidence. Moi, ça fait quand même quelques années que je hurle, vous dites que vous tirez et je la suis sonnette pas tout seul, plus que la sonnette d'alarme. Et que, voilà, et alors... Après, enfin, pour répondre à la question d'Éric Dupin, je crois que c'est les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois un fait divers et en même temps c'est un fait divers qui se produit effectivement sur un terrain où effectivement une misère, il y a de la misère, il y a toute cette population qui n'est pas acceptée, je crois que Hubert Vertas le disait parfaitement bien, qui ne se sent pas français, mais ça c'est même pire que ça, qui ne se sent pas dans la République française. C'est-à-dire qui ne croit plus du tout aux institutions. Mais ça, c'est assez récent. À une époque, au fond, il y avait ce qu'on appelle voilà, des moyens de socialisation qui allaient d'animations diverses et variées ou d'engagement qui n'existent plus aujourd'hui, que les banlieues ne proposent plus. Non, je crois qu'au contraire, les choses se sont améliorées. Le problème, c'est que c'est pas à l'échelle. Le problème, il n'est pas seulement une association. Enfin, par exemple, prenons l'exemple de l'échec scolaire qui est massif. Hein, il y a 150 000 enfants qui sortent du système scolaire sans qualification, on va dire. Et quand on regarde, ce qui est déjà un drame d'ailleurs, hein, sur une cohorte de 700 ou 800 000, ça fait beaucoup. Mais quand on regarde la territorialisation de ces échecs scolaires, on s'aperçoit qu'ils sont quand même majeurs dans certains endroits. Bon, prenons ce problème majeur dont la République devrait se saisir à bras-le-corps, parce que quand même, la République laïque, c'est quand même le ciment de notre société. Donc si elle ne fonctionne pas, eh bien, on a un risque d'explosion de la société. Eh bien, qui est-ce qui doit régler ce problème? Est-ce que c'est le ministre de la Ville ou est-ce que c'est le ministre de l'Éducation nationale? Est-ce que c'est le ministre de la Ville qui doit donner 3 francs 6 sous à des associations pour aider aux devoirs? Ou est-ce que c'est le ministre de l'Éducation qui doit dire ça suffit, on ne peut pas accepter qu'à Clichy-sous-Bois, le taux de réussite au brevet des collèges soit inférieur nettement à celui du taux du département de la Seine-Saint-Denis et bien entendu inférieur. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il faut mettre les moyens, non pas au niveau du ministre de la Ville. D'ailleurs, moi, j'étais partisan de ne plus mettre de ministre de la Ville, mais que chaque ministère fasse des arbitrages pour que la République française soit une et indivisible. C'est dans la Constitution. De l'interministériel de Éric Dupin, un mot pour nous arrivons presque au bout de cette première partie. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait uniquement, je suis d'accord avec ce qui m'a été dit, des politiques publiques à mettre en œuvre. Peut-être aussi le politique devrait-il interpeller la société. Là, je parlais des acteurs, mais ce qui est très frappant, c'est que la femme qui a interpellé, vous savez, François Hollande, dans son petit voyage, Ouidad, elle dit un truc quand même étonnant. Ensuite, elle explique pourquoi elle a comparé Grenoble au Texas, et elle dit, mais franchement, ces jeunes sont sans repère, il faut que les parents jouent leur rôle éducatif. Ça, c'est pas l'État qui va le faire. Et c'est elle qui le dit. C'est une femme voilée. Échirol, Fontaine, c'est devenu le Texas. On est où là, Monsieur le Président? J'ai voté pour vous. Tous ces gens-là, ils ont voté pour vous. Eh bien, ils ont le droit à la sécurité, c'est ce que je suis venu leur apporter. Sécurité, justice et réussite. On est tous français. Mes enfants sont nés sous le drapeau bleu, blanc, rouge. Que je porte un voile ou que je ne le porte pas, ces enfants-là, ils sont nés ici en France. Et on a tous besoin de cette sécurité. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur France Culture, ce sera à 9h avec Renaud Candelier, 8h15, nos invités aujourd'hui pour parler de violence, de sécurité et de politique à venir. Et puis la sécurité, ligne de fracture, est-elle une ligne de fracture à gauche? Nos invités, donc Éric Dupin, journaliste, chroniqueur et écrivain, on se souvient du voyage en France au Seuil en 2011, et Claude Dillin, sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis, conseiller général du canton du Jurancy. Voilà, je n'oublie rien. Et puis, vous avez été, rappelons-le, maire socialiste de Clichy-sous-Bois de 95 à 2011. Comme chaque lundi, cette deuxième partie avec Sylvain Kahn et comme tous les jours avec Brice Couturier.
Bonjour Brice, vous avez fini votre Bonjour petit Marc. pain au chocolat? Aujourd'hui, j'en ai pas pris. Vous savez que normalement on dit Vous chocolatine. me dénoncez, là. Moi je dis chocolatine parce que je suis un peu en dessous de la Loire. Oui, Je ne connaissais pas. Mais avec chocolatine, le Jodassin ne pouvait pas faire de chanson. Exactement, il n'y avait pas beaucoup de rimes. Bon, allez, soyons sérieux. Vous, en tout cas, c'est l'heure de votre chronique. Le procès en laxisme qui est fait par la droite à la gauche en matière de sécurité est-il fondé? Ça dépend. Il est vrai qu'une partie de l'intelligentsia de gauche, universitaires résidant dans d'autres départements que ceux qu'ils étudient, journalistes prompts à traquer la bavure policière mais ayant pris leur parti des violences que subissent les forces de l'ordre, baignent encore dans la culture de l'excuse. Aux yeux de certains d'entre eux, la délinquance a un sens politique. Elle constitue une réponse à une situation d'injustice sociale. Dans la mesure où elle s'attaque prioritairement au bien, donc à la propriété, elle doit être considérée dans une optique de lutte de classe comme de la réappropriation. Et tant que l'ordre social sera injuste, tant qu'existeront l'exclusion, le racisme, le chômage, la société doit s'attendre à être ainsi contestée. Les politiques sécuritaires visent systématiquement, disent-ils, les quartiers populaires et les populations issues de l'immigration. Elles sont antipopulaires et racistes et par conséquent étrangères à la culture de gauche. En outre, la notion de responsabilité individuelle est considérée comme une notion libérale que relaie une justice bourgeoise. Un autre courant, libéral ou libertaire, dénonce dans la politique sécuritaire une volonté de punir, un populisme punitif qui menacerait de rompre le fragile équilibre entre sécurité et liberté. Ce courant-là relaie les pensées critiques des années 70 pour lesquelles le contrôle social, toujours plus développé par les progrès technologiques, ne cesserait de mettre en péril l'autonomie individuelle. Mais la gauche politique, celle qui affronte le suffrage universel, exerce des responsabilités municipales et tente de répondre à la demande des citoyens, a fait sur ces questions son aggiornamento depuis longtemps. On peut dater ce tournant avec précision. Il remonte au colloque de Villepinte organisé par Lionel Jospin, récemment nommé Premier ministre socialiste, en octobre 1997, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Pierre Chevènement. Tournant conceptuel majeur, la gauche politique, la gauche de gouvernement découvre que les principales victimes de la délinquance et de la violence, ce sont les catégories populaires qu'elle prétend incarner et défendre. La sécurité est reconnue comme un droit auquel tous les citoyens devraient avoir un égal accès. Il en va de la cohésion sociale. Il y a bien sûr une idée politique, ne pas laisser à la droite le monopole des discours sur la sécurité qui séduisent alors un nombre croissant d'électeurs. Les membres du gouvernement actuel ont beaucoup critiqué les discours sécuritaires de Nicolas Sarkozy. Ils ont dénoncé l'empilement de lois de circonstances adoptées dans l'urgence à l'occasion de faits divers. Mais la dénonciation des prédécesseurs ne constitue pas une politique, sinon en creux. Y a-t-il donc, oui ou non, une politique de sécurité de gauche qui divergerait substantiellement d'une politique de droite? Ou les différences ne sont-elles que techniques? Pour l'instant, ce qui semble se dessiner avec Manuel Valls, place Beauvau, c'est un redéploiement de certains effectifs policiers au bénéfice de certains quartiers labellisés zones de sécurité prioritaire. Créer des outils adaptés aux besoins locaux, comme le résume Jean-Jacques Urvoas, le président socialiste de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Mais une partie de l'électorat de gauche risque de ressentir une certaine frustration à constater que la politique de Manuel Valls ne diffère pas radicalement de celle de ses prédécesseurs. Cher François, on n'a pas voté pour soi, on n'a pas voté pour ça, écrivait la nouvelle directrice de la rédaction des Inrocks en août. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Réaction, je vous ai vu écouter attentivement Claude Dillin. Oui, à Villepinte, il s'est passé deux choses. Enfin, il y a eu deux affirmations. La première chose, effectivement, comme l'a dit Brice, c'est que la sécurité, c'est une valeur de gauche. Et que lorsqu'on est de gauche, on doit assurer la sécurité pour les plus faibles d'entre nous, qui n'ont pas les moyens par eux-mêmes de les assurer. Donc, ça a été dit très clairement. Je ne crois pas d'ailleurs que c'était une révolution, je pense que ça a toujours été comme ça, et il faut que la société, c'est Hobbes, quoi, c'est-à-dire qu'on crée une société parce qu'on n'est pas capable de se défendre tout seul, quoi, c'est l'anti-Rousseau. Et ça a toujours, alors Hobbes c'est pas forcément un parango de la gauche, mais c'est quand même quelque chose d'évident. Et la deuxième chose, et là moi j'étais ravi, j'y étais, c'est arrêtons d'opposer répression et prévention. Un enfant de CM2 vous dira qu'il faut faire les deux. Si de temps en temps,
on pouvait être aussi intelligent qu'un enfant de CM2, ce serait bien. Et qu'est-ce qui se reproduit maintenant? Moi, je suis atterré. Le ministre de l'Intérieur fait son travail de ministre de l'Intérieur. Faut pas lui demander autre chose. La ministre de la Justice fait son travail de ministre de la Justice, et le ministre de l'Éducation fait, et fait très bien d'ailleurs, son travail de ministre de l'Éducation. Il n'y a pas un conflit. Il y a simplement chacun fait son travail. Bien entendu, il faut de la répression, il faut de la sanction, c'est une évidence. Enfin, c'est pas la peine. Mais tout le monde le sait, et je crois que ceux qui en doutaient ont vu le cafouillage de Sarkozy. Si on ne fait que ça, ça marche pas. Voilà. Mais si on fait que de la répression et qu'on... Alors, cela dit, Claude Dillin, il existe une autre sorte de parenthèse, mais de cafouillage tout de même. Par exemple, le 8 août, le Monde appelait dans son éditorial la gauche à plus de clarté sur la question de la sécurité. Gauche et sécurité, de la clarté, s'il vous plaît. Et c'est d'aucun autre qu'au fond, il y aurait un peu un U et Adia du gouvernement, c'est-à-dire d'un côté, M. Tabdur, Manuel Valls, qui serait donc le M. Sécurité, et puis la prévention, la progressiste de l'autre, garde des Sceaux, Christiane Taubira. Éric Dupin, vous qui connaissez de près cette histoire aussi, par exemple, du Parti Socialiste, comment analysez-vous cette opposition que l'on marque aujourd'hui? D'abord, est-ce qu'elle vous paraît réelle? Et puis ensuite, est-ce qu'elle peut être compliquée dans la manière d'appliquer une politique pour des nouveaux élus? Ce qui est certain, c'est que chacun a sa sensibilité, chacun a sa fonction. En même temps, l'opposition entre Manuel Valls et Christiane Taubira me semble être avant tout une mise en scène. Qu'un enfant de CM2 résoudrait facilement, on dirait. Absolument. Bon. Il faut d'ailleurs remarquer que du point de vue des différences entre ce que dit aujourd'hui Manuel Valls et ce que faisait, par exemple, Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il continuait quand il était à l'Élysée, il y a quand même deux différences que lui-même a marquées récemment dans un discours du 19 septembre, un discours un peu de fond sur la sécurité. C'est le rapport avec la justice. Et il a dit à tous les responsables des forces de l'ordre, gendarmes et policiers, arrêtons d'opposer les forces de l'ordre et la justice. Donc ça, c'est quand même un changement de discours et de pratique très important. Et l'autre différence, également majeure, me semble-t-il, c'est pour ça que ceux qui assimilent Valls à la droite, sous prétexte que c'est un ministre de l'Intérieur. Mais c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de chance, Emmanuel Valls, parce qu'il a été félicité par Serge Dassault en septembre, par Frédéric Lefebvre et Lionel Lucas, députés UMP de la droite populaire. Alors, faut bien reconnaître que... Copé, le subtil Jean-François Copé a récemment déclaré que Valls était populaire parce qu'il était de droite, pour essayer de décrédibiliser en quelque sorte cette personnalité. L'autre différence importante par rapport à Sarkozy, c'est qu'il prend à bras-le-corps, en tout cas il en a l'intention, la question décisive des rapports entre la police et la population. Et ce qui est intéressant dans les zones de sécurité prioritaires, c'est pas simplement le surcroît de moyens dans certains quartiers, déjà ça, ce serait quand même parfois appréciable, mais c'est surtout, je dirais, une démarche qui me semble être pragmatique sur comment est-ce qu'on peut, sans d'ailleurs, en ayant un bilan aussi critique de l'ancienne police de proximité, comment est-ce qu'on peut implanter et raccommoder les liens entre ces forces de l'ordre et les populations, et pas simplement arriver de temps en temps avec des opérations coup de poing sans lendemain, des Karcher qui sont brandis et qui en fait nettoient rien du tout. Donc là-dessus, il y a quand même des différences fondamentales. Autre chose que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que pour ce qui est de la gauche, depuis le colloque de Villepin, il y a des mutations majeures. Au moment du colloque de Villepin, du discours... Villepinte au chocolat. Voilà, mais ça c'est ça le problème. Voilà, je pense que c'est l'inconscient qui parlait. Bien sûr. À ce moment-là, il faut se rappeler que la gauche était encore très divisée, qu'il y avait des débats qui n'étaient pas simplement avec les intellectuels, au sein même de la gauche politique, de la gauche militante. Aujourd'hui, me semble-t-il, il y a eu un travail qui a été fait, il y a une nouvelle doctrine. Je pense que Claude Dillin ne me contredira pas, avec d'ailleurs le rôle de Jean-Jacques Urvoas, qui était important, une nouvelle doctrine qui est très équilibrée entre la fermeté et l'intelligence et la compréhension. Et on a bien vu que Manuel Valls, malgré la caricature qui en a parfois été faite, a été acclamé dernièrement aux universités d'été du Parti Socialiste à La Rochelle. Et dont on dit que du coup c'est le ministre qui ne perd pas de points dans les sondages, tandis que les journalistes notent la dégringolade de François Hollande et de Alors le problème, et on y viendra peut-être aussi, c'est que, me semble-t-il, la lutte efficace
contre l'insécurité ne se réduit pas au maintien de l'ordre. Et c'est là la faiblesse peut-être de ce gouvernement. Alors, et peut-être, je laisse la parole Brice, mais juste pour rebondir avec Claude Dillin sur cette question, comment fait-on en même temps, si l'on prend les choses presque un peu caricaturalement aussi, dans période de crise, on voit bien que tous les journaux notent que par exemple les zones de sécurité prioritaires sont le casse-tête pour Manuel Valls, parce qu'il y a problème d'effectifs et de moyens, et est-ce qu'au fond la politique que vous souhaiteriez que l'on mène aujourd'hui, elle est tout simplement possible au niveau économique, tout simplement. Enfin, est-ce qu'on peut ou pas? Oui, ce que fait Manuel Valls, c'est ce qu'avait annoncé Jean-Pierre Chevènement, qu'il n'a pas pu faire d'ailleurs, parce qu'il n'a pas gagné ses arbitrages, c'est-à-dire on va mettre des policiers là où il y en a besoin. Revenir à l'accompagnement. Je regrette. Alors oui, après, il y a le problème effectivement de la défiance, de la méfiance entre une population. Je ne parle pas des délinquants, que les délinquants se méfient de la police, ça me paraît tout à fait normal. Mais de la population, moi, après 2005, quand on a fait des réunions de quartier pour débriefer les émeutes, j'ai été frappé par une dame, mère de famille, qui a commencé une phrase comme ça en disant « Moi, mon enfant faisait du sport le soir, mais maintenant, je lui ai interdit d'y aller. » Donc, moi, je me suis dit « Tiens, elle a peur des voyous, etc. » Et elle termine sa phrase en disant « Parce que j'ai peur qu'il rencontre des policiers. » Alors, je pense que sa peur était illégitime, mais qu'une dame, une actrice de terrain, comme vous dites, dise ça m'a frappé. Donc, il est urgent de recoudre, effectivement, le lien entre la population et les policiers qui est censé la protéger. Et alors, donc, c'est pas facile. Moi, je me suis battu à Clichy-sous-Bois pour faire des rencontres policiers, population, etc. Ça a d'ailleurs très bien marché. Quand il y a eu le commissariat avant, on l'a fait. Mais j'avais plus d'argent parce que le fonds de prévention de la délinquance était complètement phagocyté par la vidéoprotection. Je n'ai rien contre la vidéoprotection, mais je pense que c'est pas suffisant. Je pense qu'il y a là une nécessité absolue de recoudre ça. C'est fondamental. Brice Couturier. Le redéploiement de moyens, ça aurait au moins comme avantage que les populations qui vivent dans des quartiers dangereux n'aient pas le sentiment que ces policiers sont mobilisés en permanence pour défendre les institutions de l'État et les quartiers riches, où ils stationnent gentiment alors qu'il n'y a pas grand problème, et que pendant ce temps-là, eux sont menacés par des caïds. Mais je voudrais revenir sur une chose que vous avez dit, Claude Dillin, avant... Claude Dillin, ça m'arrive d'être vilain. Avant les informations dans la première partie des matins, vous avez souligné à plusieurs reprises que ces problèmes n'étaient pas seulement économiques et sociaux à la base de la délinquance, mais aussi culturels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Hugues Lagrange a sorti son bouquin il y a 3 ans, il s'est fait taper sur les doigts par tous ses confrères en disant... Sur la même question. Sur la même question. Il disait il y a des causes culturelles. Or, honnêtement, jusqu'à présent, c'était la droite qui disait ça. Je pense par exemple à Lucienne Buitron, qui a fait des bouquins magnifiques en expliquant qu'effectivement, il y avait des causes dans les cultures des populations issues de l'immigration qui faisaient que le rôle des pères en particulier, qui est très important en Afrique, quand ils arrivent en France, il est totalement nié par la société environnante, et elle rendait ce fait en particulier responsable de la délinquance de certains quartiers. Est-ce que vous risquez pas de vous faire taper sur les doigts par les universitaires dont je parlais tout à l'heure, ceux qui sont encore dans la culture de l'excuse ou dans le courant libertaire, qui vont vous accuser d'être un ultra répressif ou de stigmatiser certaines populations? C'est déjà fait, parce qu'effectivement, sans défendre Hugues Lagrange, moi j'ai dit, il pose une vraie question et il faut y réfléchir. D'ailleurs, ceux qui ont critiqué, souvent n'ont pas lu le livre. Ils ont lu des articles sur le livre, comme souvent d'ailleurs. Qu'est-ce qui est de gauche? Ce qui est de droite, c'est de penser que l'homme est le fruit de ses gènes, qu'il y a un déterminisme génétique, qu'il y a des gens, il y a des races supérieures à d'autres, et que ça, voilà, c'est dans les gènes. Enfin, ce qui est de gauche, c'est de penser que l'homme est le produit de sa culture, et que, bien entendu, il faut en tenir compte. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui vient des hauts plateaux d'Anatolie, qui se retrouve dans une tour de 15 étages sans ascenseur, qu'est-ce que ça... Voilà. Si nous, on ne prend pas ça en main, on ne fait pas de racisme. Simplement, on dit, attention, il y a un mec... Alors, le mot culturel, je suis désolé de le dire ici, est un mot flou. C'est un mot valise où on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Moi, j'ai de longues discussions avec le maire de Montfermeil, qui n'est pas du tout socialiste, mais qui est un ami. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à un moment... Lemoine. Oui, Xavier Lemoine. Et on s'est rendu compte à un moment que quand on prononçait le mot culture, on ne parlait pas tout à fait de la même chose. Donc il faut peut-être le définir. Mais bien entendu, pour moi, je n'ai pas le sentiment de trahir mes valeurs de gauche quand je dis que l'homme est le fruit de sa culture. Bien au contraire. Mais parce que les maires, au fond, qu'ils soient de droite ou de gauche, quand ils se parlent entre eux, finalement... ne reproduisent pas nécessairement les clivages et les provocations politico-politiciennes des ténors de la vie politique. Vous avez travaillé vous main dans la main parce qu'il fallait bien s'y attaquer, avec des maires qui étaient plutôt UMP ou centristes en l'occurrence. Mais alors,
tout de même, sur quelle base vous arriviez-vous justement à travailler correctement, ensemble, et avec 95% d'accord sur ce qu'il fallait faire? Oui, j'ai travaillé quotidiennement avec Xavier Lemoine, mais j'ai écrit même un livre avec Pierre Cardot. Avec Cardot, voilà, je recherchais le nom, pardon, avec Pierre Cardot. Et c'est vrai qu'on avait bien du mal à être en désaccord. Oui. Donc, la fracture, elle n'est pas gauche-droite dans les maires de banlieue. Elle est ville riche, ville pauvre. C'est ça. Donc, à partir du moment où on se confronte à ce même problème d'abandon de la part des politiques publiques, eh bien forcément, on arrive à trouver. On n'était pas d'accord sur tout, loin de là. La demande du citoyen, elle est la même, de toute façon, qu'il soit dans une ville gérée par un maire de gauche ou par un maire de droite. Oui, la demande du citoyen, moi je suis contre la discrimination positive, parce que dans le mot discrimination positive, il y a discrimination, et c'est un mot qui ne me plaît pas. Mais ce que je demande, c'est qu'on soit traité comme tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, comme a dit Chevènement avec les policiers, il y a 20% de chômeurs à Clichy-sous-Bois, ce serait bien qu'il y ait un pôle emploi et qu'il ne soit pas au Rhinci, où il y a quand même nettement moins de chômeurs. Voilà, c'est tout. C'est pas de la discrimination positive, c'est simplement dire que les pôles emploi doivent être là où il y a des chômeurs. Il n'y a pas de caisse d'allocation familiale alors qu'on a le taux de natalité le plus fort. C'est pas de la discrimination positive. Donc voilà. Et à ce moment-là, effectivement, quand on tient tous ce même discours, eh bien, on se retrouve assez souvent, maires de gauche et de droite, pour dire la même chose et interpeller non pas les gouvernements, mais la société. Il faut interpeller la société. Bon, et la part, parce qu'il doit bien avoir une forcément, deux désaccords, elle serait sur quoi? Avec Cardot, par exemple. Avec Cardot, on avait paradoxalement deux désaccords. Un classique gauche-droite sur la suppression des allocations familiales. On s'est dit, bon, moi je suis contre parce que je suis contre le fait de les supprimer parce que ça touche une population qui ne réagira pas comme nous. Bon. Mais on avait aussi un autre désaccord sur le voile, enfin le foulard, où moi je suis plutôt défavorable au foulard et lui était favorable. Donc ça, c'était un peu à contre-courant. Voilà. Éric Dupin sur cette question, et puis j'ai vu que Sylvain Kahn levait plusieurs fois le sourcil gauche et le sourcil droit au propos de Brice Couturier. Mais Éric Dupin sur ces questions peut-être? Oui, sur cette question délicate des facteurs culturels. Parce que c'est vrai que, parfois on sous-entend des choses qu'on n'ose pas forcément dire très clairement, mais Claude Dillin a eu le courage. Oui, c'est vrai que l'immigration, par des phénomènes parfois d'éculturation, par des gens qui sont entre leur culture d'origine et la culture du pays d'accueil, qui sont complètement tiraillés entre les deux. C'est le voile et les Adidas, ou je ne vais pas faire de publicité, mais il y a des choses qui, il n'y a pas besoin d'avoir fait des thèses de sociologie pour comprendre que ça peut créer des tiraillements. Et qu'est-ce qui est derrière tout ça ? C'est tout le problème de la socialisation. Moi, il y a un truc qui m'a énormément frappé dans mes petits périples, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens qui interviennent sur la société de façon très très différente. Ça peut être des maires, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des policiers municipaux. Et là aussi, des gens qui a priori votaient très différemment, mais qui me disaient des choses assez proches. Et notamment, on est dans une société, ça c'est important, sur la façon de traiter ces questions d'insécurité et des difficultés sociales, où on segmente les choses. Alors vous avez un travailleur social qui va faire ça. Vous avez le juge qui va donner une sanction. Vous avez le policier qui va... Et on a quand même un noyau délinquant qui, lui, est dans une situation, j'allais dire, telle, qui a parfois même un côté psychologique très dégradé, de souffrance renversée sur soi-même. Et donc là, c'est l'individu en tant que tel qui devrait être pris en compte avec, alors là, c'est plus facile à dire qu'à faire, un accompagnement qui est extrêmement lourd. Donc c'est difficile d'imaginer les processus. Mais il y a tout ça. Quand même, pour revenir à l'histoire des Chirolles, quand il y a ce jeune garçon qui est obligé de s'excuser. Alors ça, il paraît que c'est de l'humiliation extrême. C'est peut-être pas le cas partout. S'excuser, l'excuse, c'est un des plus beaux gestes de la vie sociale. Aussi, s'excuser, pardonner. Et là, la vengeance, on s'adresse non pas à la police, qui est la vengeance en quelque sorte d'État, ou en tout cas la façon de répondre légalement. On s'adresse même pas au père, la mère s'adresse au grand frère. Et le père, d'ailleurs, il est parti en Algérie. Je voudrais juste signaler l'apparition d'un livre, Nous, la cité. On est parti de rien et on a fait un livre, dit la première de couverture, Rachid Ben Bella, Sylvain Hérambert, Riyad Lakechen, Alexandre Philibert, et c'est Joseph Pontus, aux éditions Zone, qui raconte le quotidien, les halls d'immeubles, la prison, les petits boulots, les parents, l'école, la religion, bref, la vie dans une cité. Écoutez le témoignage de Joseph Pontus, éducateur de rue à Nanterre, donc co-auteur du livre. Il raconte au micro de Tanguy Bloom pourquoi il est important, par exemple, dans ces questions-là,
excusez-moi, de valoriser les parcours individuels pour lutter contre la violence. Justement, l'intérêt du bouquin, c'est de faire de mettre à l'œuvre et de mettre en jeu la construction d'un parcours individuel. C'est-à-dire qu'on voit à la lecture du bouquin et à l'écriture du bouquin que les mecs qui au départ pensaient en tant que caricaturants jeunes de banlieue se nouent la cité, en arrivent à penser par leur propre nom et assument leurs propres paroles. Et je crois que la solution à la violence est là. C'est déjà supprimer la misère, super, facile, machin, etc. Mais faire en sorte que des gens puissent parler en leur propre nom. C'est-à-dire en tant que moi, Riyad, où j'ai fait ça, je me désolidarise de ce qu'a fait Rachid, parce que ce qu'il porte lui, c'est pas mon histoire à moi. C'est de faire en sorte que chacun porte sa propre histoire. Moi, je sais pas du tout l'histoire des gars qui ont fait la saloperie des Chirolles. Je sais pas comment ils étaient chez eux, comment ils étaient à la cité, comment ça se passe avec leurs parents, s'ils ont eu la chance d'être inscrits dans une mission locale pour leur parcours professionnel, ou comment ça s'est passé leur parcours de détention, s'ils ont eu une détention avant, comment ils ont été suivis dans des associations, ou quel sport ils faisaient, j'en sais rien. Je sais juste qu'on me présente un bloc monolithique de sauvages, et que justement l'objet de l'écrit, c'est de faire sortir le sauvage pour accéder à l'individu. Donc moi, c'est la seule solution que j'aurais à proposer. Voilà, faire surgir de l'individu là où il y a une présentation classifiante et déshumanisante. Voilà, donc Joseph Pontus au micro de Tanguy Bloom, Nous la cité, aux éditions Zone. Oui, le parcours, par exemple, les parcours individuels, c'est quelque chose, Claude Dillin, entre autres, qu'il faudrait faire, suivre, bien sûr, développer. Bien sûr. Alors, je vous voyais lever les sourcils, Sylvain Kahn, au propos, notamment par régulier, dès sa chronique de départ de Brice Couturier. Vous êtes... Oui, Marc Brochet et Brice Couturier. Je pense qu'il ne faut pas caricaturer la question du facteur culturel, en l'occurrence des auteurs très sérieux comme Serge Weber et Éric Fassin qui ont lu le livre de Hugues Lagrange qui n'habite pas forcément le 16e arrondissement, Brice Couturier. Non, il faisait plus référence au 6e, je pense. Alors, oui, ou qui n'habite pas. Bon, bref, qui n'habite pas. Qui n'habite pas dans les quartiers. Je maintiens parce que j'ai quelques cas, mais j'ai cité personne pour l'instant. D'accord. Moi, j'en connais. Prudent. Bon, bref, moi, j'en connais aussi qui travaillent sur ces sujets et qui habitent ou qui travaillent très régulièrement dans les quartiers qu'ils étudient. Bref, des auteurs comme Serge Weber, Éric Fassin et bien d'autres qui pensent que c'est l'attitude de la société française qui pousse les migrants, qui sont dans le cas que nous évoquions tout à l'heure, à se réfugier dans une néo-tradition figée et encore plus dure, n'est-ce pas ? Encore plus dure que dans leur pays de départ. Donc, par rapport à ça, Claude Dillin, qu'est-ce que vous pensez des recherches de quelqu'un comme ce géographe Moustapha Diketch que j'évoquais tout à l'heure, pour qui c'est notre tabou politique républicain laïque français qui interdit à la politique de la ville de prendre en compte ce qu'il y a de particulier dans la situation individuelle, ce qui rejoint un peu ce qui a été dit dans le reportage, me semble-t-il, et que par conséquent, il y a cette espèce d'impensé qui fait que on discrimine des territoires sous le titre de discrimination positive des territoires, et que l'impensé culturel, il se situerait notamment là. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça, ni aux Pays-Bas, ni au Royaume-Uni, ni en Belgique. Et là, il y aurait bien une spécificité française, qui n'explique pas tout, évidemment. Mais vous disiez tout à l'heure qu'il fallait supprimer la politique de la ville, donc j'ai trouvé comme un écho à ces travaux et à d'autres. Est-ce que vous pourriez répondre à cela, oui, s'il vous plaît ? Juste, quand je dis supprimer la politique de la ville, ça veut... Parce que souvent, les autres ministères se disent, les banlieues, c'est pas moi, quoi, c'est la politique de la ville, ce qui est complet. Voilà, mais je ferme la parenthèse, parce que le problème que vous soulevez est plus important. Moi, je le dirais autrement. La France n'a pas de modèle d'intégration, contrairement effectivement aux pays anglo-saxons, en Angleterre en particulier, ou aux États-Unis. Où ça marche moyennement. Où ça marche moyennement d'ailleurs. Oui. La France a une tradition d'assimilation, c'est-à-dire que je veux bien que tu viennes chez moi, à condition que tu me ressembles comme deux gouttes d'eau. Voilà, on te laisse ton nom de famille parce que ça on peut pas. Le prénom déjà, faut mieux que tu t'appelles Michel Platini que Michelangelo. Donc voilà, il y a une tradition d'assimilation. C'est d'ailleurs comme ça que la société française s'est faite. Au début du XXe siècle, il y avait interdit de cracher, de parler breton dans les cafés. On voit les photos comme ça. Donc c'est cette tradition. Cette tradition n'a plus la cote, si je puis dire. À tort ou à raison, peu importe, mais je crois qu'effectivement, elle n'est plus possible, parce que ça entraînait des souffrances, parce que quand on coupe les racines, ça fait mal. Donc maintenant, il y a effectivement cette espèce de va-et-vient entre la culture d'origine et puis la République française. Donc on n'a pas de modèle, il faut le construire. Mais je pense qu'on le construit en plus dans des conditions difficiles, parce que
pour que les gens aiment la République et qu'ils renoncent peut-être à certains aspects de leur culture d'origine, il faut que la République soit aimable. Et franchement, dans certains quartiers, c'est très difficile. Moi, j'ai passé ma vie, parce que je suis un républicain... Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que quand on se sent la République soit abandonné, aimable. Je pense qu'on ne parle pas assez du taux d'abstention dans les quartiers. Franchement, je pense que on parle des voitures qui brûlent. Tout le temps, on me dit, est-ce que vous pensez que ça va revenir? Je dis, oui, sûrement, mais c'est pas grave. Une émeute, ça a un début et une fin. Tandis que c'est pas grave pour la République, c'est grave pour celui qui a sa voiture brûlée. Ça, c'est vrai. Oui, puis en revanche, pour les assurances, c'est tout bénef. En revanche, le fait que on se satisfait de taux d'abstention à Clichy-sous-Bois, dans certains bureaux, il y a 30% de votants. 30% de votants. Eh bien, là, ça veut dire que ces gens-là, c'est une abstention active, si je puis dire. Ça veut dire, ça ne m'intéresse pas. Ces gens-là ne me regardent pas, ne me considèrent même pas comme français. Pourquoi j'irais voter? Gilles Kepel a fait un travail remarquable sur Clichy-Montfermeil. Voilà. Lisez la conclusion du livre. Et un jour, il est venu avec Xavier Lemoine, d'ailleurs, parce qu'il est venu, il dit, je suis effondré parce que les entretiens que je fais montrent que l'hostilité de la population, pas des jeunes, vis-à-vis de la police, ça, je m'y attendais, mais en fait, c'est pas la police qui est gagnante au hit parade, c'est l'éducation nationale. Donc il y a une espèce de volonté de dire les institutions de la République ne me plaisent pas. Comment voulez-vous que je renonce? On les brûle d'ailleurs en cas d'émeute, parce qu'on brûle les écoles et les bibliothèques. Oui, absolument, mais les gens s'étonnent de ça, mais moi je m'étonnais pas. Comment voulez-vous qu'on renonce un peu à ses racines pour aller vers quelque chose qui est franchement, qui ne nous apporte rien. Mais malgré tout, alors dans ces cas-là, tout de même, Claude Dillin, comment expliquez-vous que, visiblement, la société française aujourd'hui, à travers sa parole politique ou de ses représentants au pouvoir, ait visiblement tant de mal à affirmer quelque chose qui, malgré tout, même s'il y a pu y avoir ça et là des heurts et même une forme de violence, mais n'arrive pas à expliquer, entre autres, que peut-être qu'une des beautés de la France a été cette fameuse sécularisation qui ne mettait pas, par exemple, au centre la moindre question, forcément sans arrêt, de religion, qu'elle soit juive, musulmane, catholique, protestante, et qui est au fond, par l'imposition et à partir de 1905, par exemple, a imposé l'idée qu'au fond, voilà, il y avait une indivisible et que comment expliquez-vous que toutes ces questions-là aujourd'hui, vous avez vu, ça n'en finit pas, reviennent au premier plan et que cette idée de la sécularisation soit à ce point abandonnée? Mais deux choses. Vous pouvez pas être d'accord d'ailleurs, peut-être qu'elle est pas. Mais c'est quand même un peu le sentiment qu'on a. Oui. Elle est menacée. Moi, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, comment exister? Quelle est mon identité? Si on me prive de l'identité républicaine, il faut bien que j'ai quelque chose, une identité. Et l'identité religieuse, eh bien, elle est très attractive parce que là, au moins, je suis reconnu et je suis aimé. Donc, effectivement, vous savez... Oui, mais depuis 1905, elle n'était pas plus nécessairement le marqueur de la citoyenneté. Non, mais en 1905, justement, en 1905, c'est la deuxième chose. En 1905, il n'y avait pas de religion musulmane en France, ou très très peu. Donc, les musulmans, qui ne sont pas tous des terroristes, c'est une évidence de le dire, mais ça suffit, quoi, ça suffit, franchement, on peut pas, je suis déçu que quelqu'un comme Copé dise des bêtises pareilles, mais franchement, je suis déçu pour lui, même si j'en attendais pas grand-chose. Mais franchement, les gens, les musulmans, qui ne sont pas tous des terroristes, disent oui, mais nous, on est traités différemment. Moi, quand j'étais maire de Clichy, je dépensais de l'argent pour l'église de Clichy parce qu'elle avait été construite avant 1905 et donc je refaisais le toit, etc., et le carrelage et le chauffage, etc. Et puis, il y a une association pour dire on va construire une mosquée. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez me donner un petit peu d'argent? Ah, surtout pas. Surtout pas. Donc voilà, il y a un vrai problème. Éric Dupin, sur ces questions. Oui, un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est compliqué de savoir par quelle boule prendre, parce qu'il y a ces identités régressives. J'avais fait un livre il y a quelques années, mais qui a été publié trop tôt pour avoir le succès peut-être qu'il méritait, qui s'appelait l'hystérie identitaire. Oui, je confirme. J'avais senti ce genre de phénomène. Mais ça, c'était avant que la crise ne s'aggrave. Donc là, ces deux phénomènes, qui sont d'ailleurs pas forcément liés l'un à l'autre, mais en tout cas qui se confortent maintenant mutuellement. Et c'est vrai que, désolé de revenir au concret de ce fait divers duquel on est parti, mais sur les 13 à peu près personnes mises en cause, eh ben, ils ont quasiment tous pas de travail, sauf ces pauvres militaires qui d'ailleurs sont les principaux mis en cause.
Donc, vous avez une situation où il y a des gens qui n'ont pas d'inscription sociale, qui ne font pas d'études, qui n'ont pas de boulot, et qui, en plus de ça, se réfugient dans une forme d'identité qui est un refuge, et qui est quelque chose d'en partie artificiel par rapport d'ailleurs à leur mode de vie et à leur échelle des valeurs. D'où le fait qu'on a des gens qui basculent, on pourrait dire c'est complètement étrange de passer d'une délinquance où on cherche absolument à être dans la société de consommation, donc on est hyper capitaliste, on veut absolument posséder, on est dans tout de suite aussi. Mais on veut tout de suite, comme dit le livre de Morgan Sportas. Oui, et puis tout de suite. Donc là c'est hyper occidental. Ouais. Et puis quand on est dans des bouts d'impasse, parfois en prison, et ben on devient dans une conversion islamique. Donc c'est très compliqué. Et alors, ce qui est vrai pour répondre à la question qui était posée, c'est que, alors là, moi, là-dessus, j'ai évolué. Je suis plutôt d'une tradition, je pense, assimilationniste, parce que c'est notre tradition française. Mais aujourd'hui, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, on est obligé, tout en restant ferme sur certains principes, d'être beaucoup plus, coulant sur un certain nombre de choses, hein, sans tomber dans le fameux multiculturalisme qui est en train d'échouer. Nos amis anglais, avec les fameuses émeutes de Londres, ont quand même montré qu'il y avait quelques petits problèmes. Il n'y aurait pas un moyen quand même de pédagogie sur les bienfaits de la sécularisation? Je sais bien que c'est complètement nigo comme question, mais quand même, non? Oui, mais là, il faut politiquement, Claude Dillain, bon sang de bois, vous êtes sénateur. Ah oui, non, mais je crois que vous avez raison. Moi, j'essaye d'en faire de la pédagogie tout le temps, mais vous vous sentez un peu seul. Le problème, oui, le problème, c'est une fois de plus, c'est-à-dire que pour dire la laïcité, parce que vous voulez pas prononcer le mot, mais c'était ça qu'il s'agissait. Oui, j'avais compris. Il ne s'agit pas d'être ni laïcard, ni quoi que ce soit. Pour entraîner les gens dans une vertu de la laïcité, il faut soi-même la ressentir. Quand on se sent humilié, à tort ou à raison d'ailleurs, mais quand on se sent humilié, évidemment, on dit non, mais la laïcité, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, quoi. Brice. J'aurais juste signalé. Je vous demande d'être court. Ça va être difficile. Ouais. Non, mais allez. Kenan Malik, un auteur anglais d'origine immigrée, comme son nom l'indique, a fait 2 bouquins très, très passionnants qui, hélas, n'ont pas été traduits en français, où il montre que le système multiculturel anglais a totalement échoué. Et il pointe comme solution pour en sortir le modèle français républicain. C'est juste un détail. Et je voudrais faire référence à un autre théoricien, c'est Bertrand Badi, qui est certes un théoricien des relations internationales, mais qui dit des choses très intéressant sur ce repli identitaire. Il explique en gros que l'État régalien classique qui prétendait organiser un monde qui lui échappe de tous les côtés crée une frustration très forte chez beaucoup de populations. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui se déplacent pour aller voter. Et surtout, il diagnostique que un refus du politique, qui donc se traduit par l'absentéisme électoral, que ce refus du politique nourrit effectivement une montée des identités et peut déboucher sur ce qu'il appelle la société dite de l'identique, dont tous les conflits sociaux seraient évacués parce qu'elle serait culturellement homogène. Et ça, c'est effectivement un mythe qui nous menace tous, qui menace évidemment au niveau national, avec le Front National qui a cette utopie-là, d'une France redevenue ethniquement homogène, mais qui menace aussi certains quartiers, où il y a aussi le rêve d'établir la charia et l'entité musulmane. Donc je dirais, il y a effectivement un délitement du politique d'un côté et une montée de l'identitaire de l'autre, et ça va ensemble. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que la République, pas la démocratie d'ailleurs, mais la République est menacée. Elle est prise en sandwich ou entre le marteau et l'enclume parce que c'est grave. À la fois parce que ce que j'appelle moi le populisme de la peur, c'est-à-dire les gens qui ont voté largement Front National parce qu'ils ont peur, etc., de leur identité. Je ne parle pas seulement de la sécurité, de leur identité. Et de l'autre côté, le populisme de l'humiliation. C'est-à-dire, voilà, on nous rejette, etc. À tort ou à raison aussi d'ailleurs. Et je constate avec grande inquiétude que ces deux populistes viennent étrangler la République, les valeurs de la République que vous proposez de faire, dont vous proposez de faire de la pédagogie, parce que là, et je pense qu'il est grand temps, et d'ailleurs c'est le rôle des politiques. Je pense que c'est l'échec des politiques. Je pense que l'institution politique a perdu sa crédibilité. Je pense que pour la regagner, il faut d'abord que les hommes politiques soient vraiment respectables, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Et la police aussi, qu'elle soit respectable. Alors, la police, attendez, je voudrais juste, puis vraiment on termine, mais dans Nous la Cité, aux éditions Zone auxquelles on faisait référence, dans les témoignages justement des ados, enfin des jeunes adultes qui écrivent, il y a ceci, ce témoignage. En fait, pour nous, tout rentre dans l'ordre. En fait, pour que tout rentre dans l'ordre, c'est simple, faudrait virer tous les flics et les remplacer
par des gendarmes. Les gendarmes, dit ce garçon, s'ils viennent t'arrêter, c'est vraiment parce que tu as fait quelque chose. Pas comme les flics qui viennent toujours se faire chier pour rien, même si tu es en règle à 100%. Les gendarmes, ils parlent super bien, ils ont une vraie éducation. Tous, quand ils viennent te chercher chez toi, ils en font pas des tonnes, ils te demandent simplement de les suivre, ils ne passent pas les menottes à ton père ni à ta mère, ils vous voient tout le monde, limite, s'ils s'excusent pas de faire le boulot. Et en plus, tu sais que tu vas bien manger en garde à vue. Attendez, c'est sûr. Alors moi, j'avoue que là, je tombe de mon petit arrondissement parisien. Claude Dillain, c'est la réalité, ça? Qu'est-ce que ça exprime? Moi, j'ai constaté ça, oui, très clairement pendant les émeutes, où incontestablement, les pelotons de gendarmerie étaient bien plus respectés que les policiers. Bah, mettons des gendarmes alors. Non, peut-être, il faudrait peut-être que la police aussi un petit peu évolue dans ce travail de recoudre. Par exemple, le vouvoiement. C'est vrai, ce que dit ce garçon est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Le vouvoiement, moi, j'ai alerté plein de ministres de l'Intérieur en disant, mais exigez le vouvoiement et le respect. On m'a répondu, le tutoiement est interdit, point à la ligne. Bon, mais tout le monde sait que c'est pas vrai, quoi. Donc, et ça compte beaucoup. Oui. Éric Dupin, et on va terminer avec vous. Les conditions concrètes du contrôle d'identité, c'est une question majeure. Manuel Valls s'en parle tout de même. Alors, on lui a reproché d'avoir abandonné l'idée du récépissé. Voilà. Mais il faut reconnaître que concrètement, ça pose de sacrés problèmes, parce que vous avez votre récépissé, vous êtes tranquille pour la journée, enfin, ça peut poser des problèmes. Mais il a fait une proposition qui est passée d'ailleurs inaperçue, qui me semble d'ailleurs avoir une certaine conséquence, c'est de remettre le matricule apparent des forces de police. À ce moment-là, quand même, peut-être que c'est un élément qui contraindra, ou en tout cas incitera beaucoup plus la police à faire son métier, y compris ses contrôles, dans des conditions de respect correct. Je pense que c'est une question extrêmement importante, et alors là, c'est véritablement, pour le ministre de l'Intérieur, un travail de surveillance de ses troupes.